Il y a 50 ans, cette maison a été témoin d'un des plus grands mystères de la science moderne. Un mystère si profond encore aujourd'hui que des milliers de scientifiques pourtant à la pointe de la physique essaient toujours de le résoudre. Albert Einstein a passé ici ces 20 dernières années dans cette modeste demeure de Princeton, dans le New Jersey. Et dans son bureau du 2e étage, il a inlassablement cherché une théorie unique si puissante qu'elle décrirait tous les mécanismes de l'univers. Même à la fin de sa vie, il gardait un carnet à portée de main, s'acharnant à essayer de trouver les équations de ce qui deviendrait un jour la théorie du tout. Einstein était convaincu qu'il était sur le point de faire la découverte la plus importante de l'histoire des sciences. Mais le temps lui a manqué pour réaliser son rêve. Aujourd'hui, presque un demi-siècle plus tard, son objectif d'unification, combiner toutes les lois de l'univers en une seule et unique théorie, est devenu le saint graal de la physique moderne. Et elle pense avoir peut-être réalisé le rêve d'Einstein avec une théorie radicalement nouvelle, baptisée la théorie des cordes. Et si celle-ci se vérifie, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Selon cette théorie, nous vivons sans doute dans un univers où réalité et science-fiction se rejoignent. Un univers en 11 dimensions, avec des univers parallèles au coin de la rue. Un univers élégant, composé entièrement de la musique des cordes. Et pourtant, cette ambitieuse théorie qui sonne compliquée repose sur une idée étonnamment simple. Elle postule que tout dans l'univers, de la plus infime particule à l'étoile la plus lointaine, est fait d'un même ingrédient. Des brins d'énergie vibrants incroyablement petits qu'on appelle des cordes. Tout comme une corde de violoncelle peut donner naissance à une grande variété de notes musicales, les cordes minuscules de notre théorie vibrent selon une multitude de modes différents, constituant ainsi tous les éléments de la nature. En d'autres termes, l'univers est comme une formidable symphonie cosmique, résonnant de toutes les notes que peuvent produire les vibrations de ces petits brins d'énergie. La théorie des cordes n'en est encore qu'à ses balbutiements. Mais elle révèle déjà une image totalement inédite de l'univers, à la fois merveilleuse et insolite. Mais qu'est-ce qui nous permet de penser que nous pouvons comprendre la complexité de l'univers, sans parler de la réduire à une seule théorie du tout? Nous avons R menu moins 1 demi G menu R, tu te souviens de la formule, égale 8 PGT menu. Ça découle d'une variation de l'action Einstein-Hilbert et on obtient les équations de champ. Et ce terme, tu te souviens bien de son nom? Non. C'est la courbure scalaire. C'est le tenseur de Ricci. Est-ce que tu as révisé au moins? Vous aurez beau vous évertuer, on ne peut pas enseigner la physique à un chien. Son cerveau n'est pas câblé pour ça. Mais, et nous? Comment savons-nous que nous sommes capables de comprendre les lois les plus profondes de l'univers? Eh bien, pour les physiciens d'aujourd'hui, cela ne fait aucun doute. Et nous reprenons là où Einstein l'a laissé, la quête de l'unification. L'unification serait la formulation d'une loi, décrivant sans doute tout l'univers connu à partir d'une seule idée, d'une équation maîtresse. Et nous envisageons comme possible cette équation maîtresse parce que, disons au cours de ces 200 dernières années environ, notre compréhension de l'univers nous a fourni un faisceau d'explications qui tendent absolument toutes
vers un seul et même point. Elle semble bien converger vers l'unique idée en or que nous cherchons encore sans pouvoir la trouver. Et bien avant Einstein, la quête de l'unification a commencé par l'accident le plus célèbre de toute l'histoire des sciences. On raconte qu'un jour de l'année 1665, un jeune homme était assis sous un arbre quand tout à coup, il vit une pomme tomber juste devant lui. Et avec la chute de cette pomme, Isaac Newton révolutionna notre image de l'univers. Dans une hypothèse audacieuse pour son temps, il affirme que la force qui attire les pommes vers le sol et la force qui maintient la Lune en orbite autour de la Terre ne font qu'une. D'un seul coup, il unifie les cieux et la Terre en une théorie unique qu'il appelle gravité. La gravité était la première force que l'on comprenait scientifiquement, mais 3 autres encore allaient finalement suivre. Et quoique Newton ait découvert sa loi de la gravitation il y a plus de 300 ans déjà, ces équations décrivant cette force font de si exactes prédictions que nous continuons à les utiliser aujourd'hui. Ce sont même elles qui ont permis aux scientifiques de calculer la trajectoire d'une fusée qui a emmené l'homme sur la Lune. Mais il y a un problème. Si ces lois décrivent la force de la gravité avec une grande précision, Newton dissimule pourtant un secret embarrassant. Il n'a pas la moindre idée de la façon dont elle fonctionne. Ce n'est qu'au début du XXe siècle qu'un petit employé du Bureau suisse des inventions techniques va changer cela. Tout en étudiant les demandes de brevets, Albert Einstein médite sur le comportement de la lumière. Il est loin de se douter que ses rêveries sur la lumière l'amèneront à résoudre le mystère de la nature de la gravité. C'est à l'âge de 26 ans que Einstein va faire une découverte stupéfiante. La vitesse de la lumière est une sorte de limite de vitesse cosmique. Une vitesse que rien dans l'univers ne peut excéder. L'ennui, c'est que l'idée que rien ne peut se propager plus vite que la lumière va à l'encontre de la vision newtonienne de la gravité. Pour comprendre ce conflit, procédons à quelques expériences. Et pour commencer, on va créer une catastrophe cosmique. Imaginez que, tout d'un coup, et sans le moindre avertissement, le Soleil s'évapore et disparaisse complètement. Rejoignons maintenant la catastrophe, pour voir quel en serait l'effet sur les planètes d'après Newton. Sa théorie prédit qu'en cas de destruction du Soleil, les planètes sortiraient immédiatement de leur orbite pour dériver dans l'espace. En d'autres termes, Newton envisageait la gravité comme une force agissant instantanément à n'importe quelle distance. Et c'est donc immédiatement qu'on ressentirait l'effet de la destruction du Soleil. Mais Einstein voyait un énorme problème dans la théorie de Newton. Il savait que la lumière ne se propage pas instantanément. Il faut en effet aux rayons du Soleil 8 minutes pour parcourir les 150 millions de kilomètres qui le séparent de la Terre. Et puisqu'il avait montré que rien, pas même la gravité, ne peut voyager plus vite que la lumière, comment la Terre pourrait-elle quitter son orbite avant que l'obscurité résultant de la disparition du Soleil n'ait atteint nos yeux ?